Le pouvoir, c'est un jeu avec des règles, mais des règles souvent invisibles, hein. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelques-unes des stratégies les plus fascinantes de l'histoire. On va plonger dans les coulisses du pouvoir pour voir comment on le gagne et surtout comment on le garde. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est ça. C'est quoi ces fameuses règles cachées de la stratégie qui ont vraiment façonné l'histoire? Parce que, au fond, l'idée, c'est que derrière les grands événements historiques qu'on connaît tous, il y a souvent des schémas, des principes de pouvoir qui reviennent encore et encore, que ce soit dans l'Antiquité ou même aujourd'hui. Bon, on commence fort. La première thématique de ce jeu de pouvoir, c'est souvent la plus directe, la plus brutale même, la confrontation. On va voir comment les textes sources abordent cet art de la guerre frontale, là où, disons-le, il n'y a pas vraiment de place pour l'erreur. Wow! Ça, c'est du Machiavel tout craché, hein? La citation est assez claire et ça illustre parfaitement une des lois les plus célèbres: écraser complètement votre ennemi. L'idée derrière ça, elle est simple. Les demi-mesures, c'est juste un pari super risqué. Pensez-y, si on laisse juste une petite braise, on prend le risque que tout le feu reparte. Parce que la vengeance, c'est un moteur incroyablement puissant, puis un ennemi qui est juste humilié mais pas complètement neutralisé, mais c'est une bombe à retardement. Et pour voir ça en action, rien de mieux que l'histoire de ces deux généraux, Xiongyu et Liu Pang. C'est l'exemple parfait. D'un côté, on a Xiongyu, un guerrier noble qui capture son rival. Il l'a à sa merci, mais, par respect, peut-être un peu d'arrogance aussi, il l'épargne. De l'autre côté, Liu Pang. Lui, il n'a pas les mêmes états d'âme, pas du tout. Quand la roue tourne, il n'hésite pas une seconde. Il piège Xiongyu avec un faux traité de paix, puis il massacre son armée. Le résultat, Liu Pang fonde la puissante dynastie Han et Xiongyu, lui, finit par se suicider. La leçon du texte est brutale, mais elle est claire. La pitié envers un ennemi, ça ne fait que préparer sa propre chute. OK, mais avant de foncer tête baissée, il faut savoir à qui on a affaire. C'est crucial. Une autre loi, la 19e, identifie 5 types d'adversaires avec qui il faut faire extrêmement attention. Par exemple, l'homme arrogant et fier, la moindre petite offense et il va réagir avec une vengeance complètement démesurée. C'est dangereux. À l'opposé, il y a le serpent à la longue mémoire. Lui, il va rien montrer sur le coup, rien du tout, mais il va attendre patiemment le moment parfait pour mordre. Bref, bien analyser son adversaire, c'est vraiment la base de toute bonne stratégie. Bon, on laisse de côté la force brute pour un instant. On passe à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus subtil, l'art de contrôler son image. Parce que, bien souvent, le vrai pouvoir, c'est pas tant ce qu'on est, mais ce que les autres pensent qu'on est. C'est tout un jeu de perception. Un bon exemple de ça, c'est le principe de la valeur par la rareté. C'est super simple à comprendre. Plus on est vu, plus on est entendu, plus on devient banal, en quelque sorte. Mais si on se retire temporairement, pouf, on crée un vide, un manque. Et cette absence, ça fait travailler l'imagination des gens. Et au final, ça augmente le respect. C'est un peu comme une vedette qui se fait rare. Quand elle réapparaît, l'événement est pas mal plus gros, non? Ensuite, un autre outil puissant, l'imprévisibilité. Faut savoir qu'on est des créatures d'habitude. On cherche des patterns, des schémas partout. C'est rassurant. Alors, quand quelqu'un brise ces schémas et agit de manière complètement inattendue, ça sème la confusion la plus totale. Les adversaires ne savent plus sur quel pied danser, comment réagir, ça les paralyse et c'est là qu'on prend l'avantage. Ah, et celle-là, elle est particulièrement sournoise. Paraître plus bête que sa cible. Personne, mais personne aime se sentir plus stupide qu'un autre. Alors, en faisant croire à sa cible qu'elle est pas mal plus brillante que nous, on endort complètement sa méfiance. La personne baisse sa garde, elle nous voit comme un pion inoffensif, et c'est là que le piège se referme. Et si on veut un cas d'école pour l'imprévisibilité, il faut absolument parler du match d'échecs de 1972 entre Bobby Fischer et Boris Spassky. C'est incroyable. Fischer a utilisé l'imprévisibilité comme une véritable arme psychologique. Il arrive en retard, il fait des demandes complètement folles, il perd une partie de façon ridicule, puis il perd la suivante par forfait. Spassky, qui était pourtant un maître de la psychologie du jeu, était complètement déstabilisé. Il n'arrivait plus à prévoir quoi que ce soit de Fischer, ni sur l'échiquier, ni en dehors. Il a fini par craquer mentalement, il a même accusé l'équipe de Fischer de l'hypnotiser. C'est la preuve qu'une guerre psychologique, ça peut défaire un adversaire même au sommet de sa forme. OK, jusqu'ici, on a parlé de confrontation directe, de perception. Maintenant, on zoome un peu pour voir la vue d'ensemble. Parce que le pouvoir, ça se joue pas juste en duel. C'est un grand échiquier social. Et tout l'art, c'est de savoir où placer ses pièces et comment naviguer entre toutes les forces en jeu. Et une des plus grandes erreurs sur cet échiquier, c'est de s'isoler. La 18e loi met en garde contre ça. Construire une forteresse pour se protéger, ça semble une bonne idée, mais c'est une erreur fatale. Prenez l'empereur Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine.
Il était terrifié par les complots, alors il s'est littéralement enfermé dans son palais gigantesque. Il se déplaçait que par des passages secrets. Le résultat, il était complètement coupé du monde, il ne savait plus rien, ses ministres ont pris le contrôle et il est mort, probablement empoisonné, tout seul. Sa forteresse est devenue sa propre prison. À l'exact opposé de l'isolement, il y a la circulation. Et ça, Louis XIV l'avait compris mieux que personne avec Versailles. Versailles, c'était pas juste un palais luxueux, c'est un véritable outil de pouvoir. En forçant toute la noblesse à vivre à la cour, il les avait tous sous les yeux tout le temps. Il était au centre de l'action, au courant de la moindre rumeur, du moindre complot, impossible de manigancer quoi que ce soit dans son... Et pour finir avec la maîtrise de sa position, que dire de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, la maîtresse absolue du non-engagement? En refusant de se marier, elle est devenue le trophée le plus désiré de toute l'Europe. Elle a utilisé la promesse de sa main comme un appât. Elle faisait miroiter une alliance à l'Espagne, puis à la France, sans jamais dire oui. Le résultat? En ne s'engageant jamais, elle a gardé son indépendance, elle a évité des guerres et elle a conservé un pouvoir total sur tout le monde. Elle a contrôlé le jeu du début à la fin, devenant le mythe de la Reine Vierge. Bon, après ce petit tour dans les coulisses du pouvoir, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On pourrait résumer l'essence de ces stratégies en 3 grands piliers. Alors, les voici, ces 3 piliers qu'on a explorés. Premièrement, savoir confronter ses rivaux. Ça veut dire agir de façon décisive et surtout savoir à qui on a affaire. Deuxièmement, contrôler son image. C'est le pouvoir de la perception, en jouant avec des concepts comme la rareté ou l'imprévisibilité. Et finalement, troisièmement, maîtriser sa position. Comprendre qu'il vaut mieux être au centre de l'action que de s'isoler et qu'il faut toujours garder son indépendance. Et tout ça, ça nous amène à la grande question finale. Ces lois, qu'on a tirées d'exemples historiques qui sont, disons-le, parfois assez brutaux, est-ce que sont juste des vieilleries, des reliques d'un passé lointain? Ou bien, est-ce que ça décrit des dynamiques de pouvoir qui, peut-être, sous une forme un peu différente, continuent de régir le monde dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une bonne question à se poser.